Moi, j'ai un bouquin à recommander. On va parler des dates de ma résidence. Ouais. Donc le livre s'appelle Comment se faire des amis. En fait, elles sont trop serrées les unes aux autres, donc après elles remontent, un peu comme des volcans, tu vois. Intéressant. Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le seul podcast où les deux présentateurs ne se sont jamais rencontrés en personne. Je suis Stan de marketingmania.fr. Et je suis Paul de sellingmachine.fr. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on s'est jamais rencontrés, et pourtant on se connaît à peu près. Ouais, et tu sais quoi, Paul, ta voix n'a jamais été aussi limpide pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier épisode pour que ta voix soit si claire et si pure aujourd'hui ? Alors pour être très honnête, j'avais lu des conseils sur le podcasting disant qu'il fallait être proche du micro, mais pour moi, proche, c'était 60 cm, quoi. Et du coup, là, je suis vraiment proche. Donc proche, c'est à 3 doigts du micro, et normalement, le son devrait être meilleur que la dernière fois. Ouais, donc aujourd'hui, on parle d'un sujet qui, à mon avis, inquiète beaucoup de monde. On parle de comment se faire des amis à l'étranger. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous rappelle très rapidement notre fameuse évaluation iTunes. Donc, pour faire très vite, si vous appréciez ce podcast, nous, une des façons dont on va savoir au bout de 12 épisodes si on le continue ou pas, ça va être en fonction de vos retours. Donc, si vous appréciez l'émission, que vous avez envie que ça continue, vous pouvez tout simplement vous rendre sur iTunes, nous laisser une petite évaluation rapide et on sera très heureux et ça nous encouragera à continuer. Donc Paul, j'ai vu que tu m'avais noté que ton premier point était assez philosophique. Il me semble que tu l'as volé à Socrate. Est-ce que tu peux nous dire ça ? Ouais, c'est ça doit être mon bac de philo. C'était que, quoi qu'on en dise, on peut se considérer comme très introverti. Justement, l'humain est quand même un animal social et on a besoin du contact d'autres êtres humains pour être sain d'esprit. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de passer vraiment longtemps sans parler à personne ? Quelle est la plus longue durée pendant laquelle tu n'as parlé à personne ? Tu étais dans ton coin à faire des sites. Alors, je me rappelle quand j'étais en Angleterre pendant que je faisais mes études, pour les vacances d'été, j'étais le dernier à partir. Donc, et pareil, tous mes potes de l'université étaient partis. Et du coup, je suis resté 2 semaines dans une maison à effectivement peut-être un peu parler sur Skype un peu, mais presque aucun contact à part en allant au supermarché, quoi. Donc, c'était ma plus longue période. Et au bout de 2 semaines, tu ressemblais à quoi ? Tu avais genre une barbe de Robinson Crusoe, tu parlais tout seul dans la rue, et ça ressemble à quoi 2 semaines sans parler à personne ? C'est marrant parce qu'effectivement, je m'étais laissé pousser la barbe parce que vu que je sortais pas beaucoup, c'était pas très grave parce que moi, au bout d'un mois, j'ai une barbe correcte, quoi. Et les 3 semaines avant ça, c'est une catastrophe. Donc effectivement, je m'étais laissé pousser la barbe et ça me commençait à me peser vers la fin. Au début, c'était plutôt sympa, hein. J'avais du coup une grande maison à moi tout seul. Mais sur la fin, effectivement, ça a commencé à être un peu déprimant. Et toi, c'est quoi la durée la plus longue ? Pour être honnête, je saurais pas te dire, mais je pense que ça m'est arrivé de faire les 2 semaines tout seul. Moi, je suis le genre de mec qui peut oublier que ça a fait vraiment longtemps que j'ai parlé à la personne. Et en fait, je m'en aperçois quand... c'est comme quand tu cours pas pendant longtemps quand t'as pas et que ouvert tu la bouche, vas courir. c'est ça ou pas ? Et ouais, c'est ça. Tu as tout d'un coup que tu as du mal à formuler des phrases, que tu as du mal à faire du contact visuel, etc. Tu te dis, oh la vache, je suis un peu rouillé. Et ça m'est arrivé probablement plusieurs fois. J'ai eu la même expérience que toi où une fois, on m'avait laissé tout seul dans mon appartement et puis je suis pas sorti de chez moi et j'allais juste au supermarché m'approvisionner en bouffe et c'est tout. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'avec ça, je sentais que je commençais à développer presque une anxiété sociale, en fait. À la fin, aller au supermarché, ça devenait un effort, quoi. Parce qu'en fait, tu te déshabitues assez rapidement justement à ce que tu disais avec les choses normales, regarder les gens dans les yeux et tout ça. Et rapidement, tu peux oublier, en fait, et ça devient un exercice difficile, ça devient même plus naturel, ouais. Quoi. Donc justement, aujourd'hui, on veut savoir si, quand tu deviens digital nomade pour la première fois, est-ce que tu prends le risque de te trouver tout seul, tu débarques dans une ville, tu connais personne, tu es coincé dans ta chambre d'hôtel, tu n'as personne à qui parler. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as déjà rencontré dans cette situation de voyage ? Oui, mais assez brièvement, en fait. Pendant, on va dire, les 2-3... Je me rappelle quand je suis arrivé en Philippines, pendant effectivement les 2-3 premiers jours, il y avait personne, quoi. Mais
déjà, c'est pas si grave que ça. Si vous pouvez pas être avec vous-même tout seul pendant 2-3 jours, c'est plus ça vraiment le problème. Et ensuite, comme on va en parler, il y a pas mal de solutions pour remédier à ça et généralement, ça dure pas. Donc parlons justement des autres solutions. Qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, tu débarques dans un pays. Toi, tu as fait quoi à l'époque aux Philippines au bout de 2-3 jours? Moi, je me rappelle que j'avais rencontré un Français. Ouais, c'est ça, j'avais rencontré un Français au hasard à un ATM, donc comment dire, un distributeur automatique. Et je l'ai rencontré vraiment par hasard, on a discuté, puis après, il m'avait amené voir d'autres gens, et c'est comme ça que vite fait, j'ai rencontré quelques personnes. Ça n'a pas duré, j'ai pas continué à les fréquenter, mais au moins, ça m'a un peu. Ouais, ça m'a. J'ai pas de mots pour qualifier ça, donc je vais m'arrêter là. J'ai souvent remarqué que quand tu veux te faire des amis et rencontrer des gens, en fait, tu as besoin de rencontrer beaucoup de monde. Souvent, il suffit d'une personne ou deux personnes. Et en fait, tu vas avoir un système de cercle social où il suffit de rentrer dans le cercle, de connaître une personne là-dedans. Puis d'un coup, tu as accès à l'ensemble des gens qui connaissent. Et ça peut faire 5, 6 personnes, 10 personnes, etc. Donc, en fait, voilà, si tu as une personne qui te fait rentrer. Moi, ici à Ho Chi Minh, c'est la même chose. Je me souviens que je connaissais un mec. J'ai débarqué, j'ai dit au mec, il se passe quoi en ce moment et on fait un truc ce soir, etc. Et il y avait un événement, il y avait un des membres de la communauté qui faisait un speech, donc je me suis pointé au speech. J'ai rencontré ce gars-là, et ben il y avait tout, il y avait toute la communauté, il y avait les 25 mecs qui étaient là pour soutenir leurs potes. Et donc du coup, en un coup, j'ai pu rencontrer les 25 personnes que j'avais besoin de connaître dans cet endroit-là. Voilà. Souvent dans les cercles sociaux, en fait, tu rentres par une seule personne. C'est ça. Après, le seul effort à faire, c'est quand même justement parler aux 25 personnes pour voir avec qui tu peux avoir des affinités et pas justement rester seulement en contact avec la personne que tu connais déjà. C'est vraiment le seul effort à faire. Mais généralement, justement, à l'étranger, les gens sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus sympas et beaucoup plus facilement inclusifs, en fait. Parce qu'ils étaient dans la même situation il n'y a pas longtemps. Et souvent, les groupes sont aussi assez... ça bouge beaucoup parce qu'il y a des gens qui partent et des gens qui arrivent. C'est assez facile d'intégrer des groupes comme ça. C'est aussi quelque chose que j'ai remarqué parce qu'en fait, si tu te demandes, les gens qui sont aujourd'hui adultes, qui vivent en France avec un emploi, etc., ça peut être effectivement assez difficile de rentrer dans un nouveau groupe social, de te faire vraiment des nouveaux amis, tu vois, en dehors du boulot, etc. Quand tu es à l'étranger, en fait, c'est vachement plus naturel. Il y a tellement de va-et-vient, il y a tellement cette sensation de... en même temps, ça donne aussi le côté que les relations sont un peu plus éphémères potentiellement. Tu n'as pas ce sens que les gens ont des relations qui durent depuis le lycée ou même... Et parfois, tu rencontres des gens, tu sais, qui ont leur meilleur ami depuis la maternelle. C'est ça. Comment est-ce possible, tu vois? C'est un phénomène que tu vois forcément moins quand tu es à l'étranger, mais d'un autre côté, ça veut dire que voilà, les gens sont beaucoup plus ouverts à rencontrer de nouvelles personnes, à faire ces nouvelles relations en ayant l'idée que ça, voilà, tu n'as pas forcément besoin d'être ami pour la vie pour tourner comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Français qui sont surpris par ça, justement, quand ils vont à l'étranger, à quel point les gens peuvent naturellement, en fait, commencer une conversation, quoi. Enfin, c'est un exemple pourri, mais j'étais à la salle de muscu là, de ma résidence, juste en dessous. Il y avait un mec, on a commencé à parler, quoi. C'est très, très naturel quand on est à l'étranger. S'il y a une personne à qui parler, vous allez sûrement parler, quoi. Vous avez parlé quoi? Biceps, protéines et tout? Non, même pas. On a parlé de... Je sais pas ce qui se passe avec les dalles de ma résidence, mais en gros, il y a... Ouais, ça... Je sais pas pourquoi je parle de ça. Mais c'est pas grave, j'y vais quand même. On va parler des dalles de ma résidence. Mais en fait, elles sont trop serrées les unes aux autres, donc après, elles remontent, un peu comme des volcans, tu vois. Ouais. Et c'est arrivé à plein d'endroits, et je pense que c'est peut-être l'humidité qui fait qu'elles s'élargissent un peu. Et du coup, vu qu'elles sont les unes contre les autres, il n'y a plus la place et elles montent, en fait. Donc, on a parlé de ça, on a parlé des endroits sympas autour de Chiang Mai. Donc voilà, c'était... Et de toute façon, c'est aussi ça qui est important, c'est que c'est une grosse source d'information, en fait. Justement, les contacts comme ça. Quand on arrive dans une nouvelle ville, autant Internet, ça peut être très utile. Avoir des gens qui ont déjà de l'expérience, c'est encore mieux, quoi. Ouais, c'est 1000 fois mieux. Sur Internet, tu as du mal à filtrer les choses, tu as du mal à savoir vraiment où aller, tu vois. Tu as beaucoup d'informations, tu es submergé. Mais si tu vas voir, moi, par exemple, l'endroit où j'habite ici à Ho Chi Minh, tu vois, ça fait 1 an et demi que j'habite ici. Et j'en reviens à mon histoire de tout à l'heure. Donc, quand j'ai débarqué ici et que j'ai rencontré ces gars, première soirée, le mec prend mon téléphone, il ouvre mon Google Maps, il me pointe un endroit, il me met un pin dans mon Google Maps, un endroit, il me dit, OK, demain matin, tu te pointes là. Et c'est là où il y a tous les apparts. Le lendemain, j'y vais, je me pointe, je trouve un appart.
Et depuis, j'habite dans la même rue qu'au départ. Mais tu vois, sur Internet, j'aurais jamais trouvé ça. Sur Internet, j'aurais cherché appartement Ho Chi Minh Ville, j'aurais trouvé 200 listings différents, j'aurais pris 3 plombes à trouver, Ouais. etc. Là, il y a un mec qui m'a pris par la main, qui m'a dit voilà ce qu'il te faut pour toi parce que je te connais et je sais ce dont tu as besoin. Viens là et fais-le, etc. Et cette transaction-là, c'est vachement plus efficace. Tu vois, quand je devais aller, je voulais passer les Noël avec ma famille au Vietnam, j'ai demandé aux gens quel est un bon endroit pour passer Noël au Vietnam. Tu vois, une recherche Google comme ça donne rien. Mais là, les gens ont l'intuition de comprendre, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire, où est-ce qu'on l'envoie. Tu l'as passé avec qui ton Noël du coup? Avec mon père et mon frère qui sont venus me voir ici. Et on a été D'accord. pour la petite histoire à Hoi An, qui est une très belle ville un peu historique, J'y suis sur le déjà bord allé, de ouais. la mer au Vietnam, qui est vachement cool. Allez passer votre Noël là-bas. Ah, c'est vraiment sympa, Yann. Et si jamais vraiment vous avez un peu peur de pas avoir l'opportunité de rencontrer des gens, je pense que le mieux c'est d'aller dans les guest house plutôt que les hôtels haut de gamme. Les hôtels haut de gamme, vous pouvez ne rencontrer personne. Les guest house, forcément, si vous allez dans l'espace commun, vous allez rencontrer des gens. Il y a pas de souci à ce niveau-là, quoi. Ouais, bah, de toute façon, là, tout le monde est vraiment en mode backpack avec l'idée qu'ils sont presque là pour faire l'aventure sociale, quoi. Il n'y a pas de sens que personne n'est là avec sa famille dans un hostel, tu sais, avec leurs 5 enfants qui veulent faire leur truc. Tout le monde est vraiment là pour rencontrer un peu du monde. Les gens font beaucoup la fête, donc honnêtement, pour bosser, c'est pas forcément l'idéal comme environnement, mais pour débuter, si tu veux faire tourner un petit peu, etc. Moi, mon conseil, ça serait aussi d'essayer de vous connecter avec des gens qui font la même chose que vous en local. Donc, quand vous allez rencontrer des gens en voyage, vous allez souvent parler de choses que vous avez en commun, donc le voyage, etc. Mais moi, une des choses dont je parle beaucoup, la plupart de mes amitiés vraiment fortes ont été construites autour du point commun du business, en fait, de l'entrepreneuriat, etc. Si vous pouvez trouver des gens sur place, même si c'est juste un petit groupe qui font l'entrepreneuriat, qui font du business en ligne, vous allez pouvoir avoir très rapidement être accepté, vous allez pouvoir avoir des gens qui peuvent vous soutenir au quotidien, etc. Parce que je pense que c'est une chose d'avoir des amis sur place. C'est autre chose d'avoir des amis qui comprennent exactement ce que tu fais, les challenges que tu as au jour le jour. Quand tu es entrepreneur sur le web, etc., tu as tes propres challenges et tout le monde n'est pas capable de les comprendre. Si tu as des gens autour de toi qui le comprennent, En même temps, la majorité des étrangers qui vivent un peu à moyen long terme là-bas, généralement, ils gagnent leur argent sur Internet. C'est assez rare, non? Il y en a d'autres qui. ah non, il y a beaucoup d'expats. Hein. Au Ho Chi Minh, il y a énormément d'expats français. Ah ouais? Et ils font quoi? Ils sont expats, ils font quoi du coup? Bah, Ho Chi Minh, il y a 3 types de gens, grosso modo. T'as les expats traditionnels qui bossent dans des grandes boîtes, Ok, je vois. qui bossent au consulat, blablabla. Tu vois, enfin, toutes les grandes boîtes. Hein. Il y a beaucoup de boîtes françaises qui sont implantées au Vietnam. Où tu vois un Américain qui bosse dans une espèce de fonds d'investissement. Il y a beaucoup de trucs comme ça. Il y a beaucoup de fonds d'investissement, de banques. Je connais un mec qui est en train de construire une banque à partir de zéro. Enfin, ce genre de trucs. Plein d'expats dans les grandes entreprises. Tu as les entrepreneurs comme nous qui font de l'argent sur Internet en mode indépendant. Et puis après, ici, tu as beaucoup de professeurs d'anglais. Tu as Ah beaucoup ouais. d'Américains, d'Australiens, de Britanniques qui viennent ici, qui trouvent un job en tant que prof d'anglais, qui gagnent pas beaucoup d'argent, mais qui bossent très peu, qui vont prendre des biens, etc., qui vivent la belle vie assez tranquille. Et il y a Et rapidement, est-ce que t'as une petite opinion là-dessus? Sur justement le phénomène des profs d'anglais ou... Bah, je dirais que c'est plutôt une bonne façon pour eux de prendre leur indépendance. Hein. Personnellement, si tu veux, si j'étais prof d'anglais, je l'approcherais d'une façon différente. C'est-à-dire que j'irais prendre moins de bière avec mes potes et je passerais plus de temps à monter mon propre business en parallèle pour vraiment pouvoir avoir mon indépendance, pouvoir voyager. Parce qu'être prof J'ai d'anglais, un peu la même ouais, perspective, ouais, parce que le problème, c'est que c'est pas très long terme, quoi. C'est que ouais. déjà, c'est pas très bien payé. Ça suffit pour vivre là-bas, mais ensuite, enfin, imaginons qu'on fait ça à 20 ans, vous n'allez pas faire ça jusqu'à 35 ans, quoi. Sauf si vous adorez ça, après, il n'y a pas de... Mais la majorité des gens, c'est plus un moyen. Et donc, si c'est qu'un moyen, il faut trouver ensuite autre chose pour pouvoir continuer à vivre dans le pays, autre que juste être prof d'anglais, je pense. Ouais, mais je connais des gens qui sont profs d'anglais qui, en parallèle, tu vois, on monte un business, etc. Ça leur permet d'avoir le cash immédiat pour pouvoir continuer à vivre sur place, avoir plein de temps, parce que les profs d'anglais, généralement, ils bossent rarement plus de 20 heures par semaine. Donc, ils ont plein de temps à côté pour monter leur business, etc. C'est pas une mauvaise façon de monter les choses tant que tu te prends pas dans le piège du lifestyle, où tu gagnes le moins possible, tu dépenses le moins possible et tu stagnes un petit peu. Pour moi, c'est le vrai Tu danger. sais que j'ai failli être prof d'anglais, moi. Enfin, non, j'ai failli être prof d'économie en anglais dans une école, un lycée en Chine. Et qu'est-ce qui t'a dissuadé d'y aller? Bah, ce qui m'a dissuadé d'aller, en fait, c'est le logement, en fait. Or, c'était très bien payé, bizarrement. Enfin, pour la Chine, c'était payé 2 000 euros par mois.
C'est parce que c'était un truc haut de gamme, hein. C'était un bon lycée. Par contre, ouais, t'étais dans des, je sais pas comment on dit en français, des dortoirs. Et des dortoirs avec des salles de bain communes. Et le truc assez dingue, c'est que t'avais pas le droit de prendre un logement à l'extérieur du lycée. Alors ça, je sais pas pourquoi, j'ai jamais compris pourquoi. Mais tu devais être dans les dortoirs tout pourris du truc, quoi. Et là, je commençais à gagner un peu d'argent. Et je me suis rendu compte, même avec moins d'argent, je pouvais avoir au moins un logement correct. Et donc, mais j'ai longtemps hésité là-dessus. J'ai failli le prendre et, mine de rien, je suis content de ne pas l'avoir pris, ce boulot. Un des sujets, j'ai l'impression, autour desquels on a pas mal tourné. Tu veux pas réagir sur mon anecdote, là? Il n'y a pas de... Alors, je n'avais aucune réaction sur ton anecdote. Maintenant que tu veux. C'était comme un niveau au-dessus de l'histoire des dalles dans ma résidence. C'est vrai qu'il y a une progression. Non, en fait, si tu veux, pendant que tu racontais l'anecdote, je hochais la tête en me disant il n'y a que en Chine, quoi. Il n'y a que en Chine qui te paye super bien parce que 2 000 € en Chine, c'est super bien payé. Mais qu'il t'oblige à dormir dans un dortoir pourri et où t'as pas le droit de prendre ton propre appartement à côté. Ouais, je suis pas surpris que ça. Je connais beaucoup de gens qui ont été trouver des jobs en Chine et tu peux trouver beaucoup de trucs en termes de jobs et c'est vrai qui peuvent être assez intéressants. Mais après, parfois, il faut être flexible sur tes conditions de vie, quoi. D'accord, je vais faire la transition. Donc, on parle de Chine, donc on parle du peuple chinois, donc on parle du peuple local. Donc, on va parler justement des locaux. Non, c'est la merde. On va parler donc des locaux. Justement, les relations avec les locaux. Et c'est quelque chose, je dois dire, où j'ai un avis assez mitigé. En fait, dans mon cas, en fait, ça a été très séparé par le sexe de la personne, quoi. C'est-à-dire que autant je m'entends bien que tous les locaux, généralement, en tout cas Thaïlande et Philippines, ils sont vraiment super sympas. Philippines, c'est plus facile d'avoir des vraies conversations parce qu'ils parlent mieux anglais. Mais généralement, je m'entends très bien. Par contre, j'ai jamais vraiment créé d'amitié avec des Philippins, ou alors c'est pas des vrais Philippins, c'est des Philippins américains ou c'est des Philippins qui ont vécu à l'étranger, quoi. Des Philippins, donc hommes. Est-ce que c'est ton expérience aussi du côté masculin? C'est exactement la même expérience que toi. Et c'est-à-dire que je vais au niveau locaux, c'est vrai, je connais quelques personnes au Vietnam qui sont des Vietnamiens, qui sont en général super bien intégrés dans la communauté business, etc. Donc en fait, pour moi, ils pourraient être aussi bien être américains. Et je les connais juste via le business quand on s'est pas connus par un truc local particulier. Les seuls locaux avec qui je vais avoir contact, ça va être mes copines, potentiellement leurs amis, mais généralement leurs amis parlent pas super bien anglais, ou alors les copines de mes potes. Donc en fait, ça va surtout avoir tendance à être des filles, parce qu'il faut le dire, moi, mon cercle social ici est très majoritairement masculin. Alors qu'en France, j'ai plus de potes qui sont des filles. Ici, j'ai beaucoup plus de potes qui sont des mecs, potentiellement de par les gens que je rencontre, qui tournent dans mes cercles, etc. Et donc, après, on va être honnête, de toute façon, Digital Nomad, c'est peut-être 80-90% de mecs. Et à mon avis, ceux qui écoutent le podcast, peut-être pareil, à mon avis, les 3/4 facile, c'est des hommes, à mon avis, je pense. Ouais, c'est ça, entre 75 et 80% en général, si tu veux. Donc, t'as quelques filles qui sont là, mais elles sont pas une majorité. Donc, comme moi, honnêtement, je connecte principalement avec les gens autour de sujets autour du business, que c'est ce qui m'intéresse. Donc, la plupart de mes potes sont des entrepreneurs qui vivent ici. Ils ont tendance à être, pour la plupart du temps, des mecs. Ce qui fait que pour les locaux, j'ai tendance à principalement connaître des filles de ce côté-là, qui ont tendance d'ailleurs à mieux parler anglais, selon mes... anecdotiquement, quoi. Les filles locales parlent mieux anglais que les hommes, et elles sont aussi moins timides, plus ouvertes à parler. En tout cas, c'est le cas aux Philippines. Elles sont beaucoup plus... Je sais pas, c'est vraiment très compliqué. Et encore, les quelques relations que j'ai eues avec amicales, donc avec des hommes philippins, ils étaient généralement plus âgés, en fait. Ceux qui sont mon âge, généralement, c'est au point où ils me regardent même pas dans les yeux, en fait. C'est très particulier. Je pense pas que ce soit le cas en Thaïlande, mais aux Philippines, c'est vraiment ça. Non, ça marche pas, quoi. Tu penses qu'il y a une différence culturelle entre les deux cultures où ils se disent de toute façon les Occidentaux on peut pas être potes avec eux, alors que les Occidentaux qui connaissent des filles aux Philippines, c'est quelque chose qui se voit pas mal, donc je pense que la différence est pas là. Je pense pas, non, mais par exemple, un truc tout con, c'est qu'il y a, par exemple, une fois, j'étais invité par une copine à rencontrer ses amis, et les filles me parlaient en anglais, et les garçons parlaient aux filles en bisaya, donc la langue locale, qui ensuite me traduisait ce qu'ils voulaient dire en anglais, alors qu'ils parlaient à peu près aussi bien anglais, un peu moins bien, mais c'était pas...
Et toi, c'est une sorte de timidité comme ça qui est assez. Je sais pas, je me l'explique pas pourquoi il y a cette différence en fait. À mon avis, on n'aura pas la réponse. La dernière catégorie qu'on avait mis là-dedans, et c'était les amis Internet. Parce que, il faut le dire, voilà, une conversation comme on a en ce moment sur Skype, on considère qu'on construit une amitié ici, qui est entièrement, pour l'instant, construite sur Internet. Moi, j'ai aussi beaucoup. Moi, j'ai rencontré des colocs sur Internet. Tu vois, j'ai construit des trucs. Je reste en contact avec des gens pendant plusieurs années sur Internet avant de les voir et ensuite on se recroise. Ça reste une façon maintenant, voilà, dont tu gères ce genre de choses, quoi. Ça facilite quand même vachement les choses. Et ça ouvre beaucoup, tout simplement, parce que si tu es limité par ton espace géographique, ça limite comme les gens qui ont les mêmes intérêts que toi. C'est un coup, la quantité est beaucoup plus faible, quoi. Alors justement, d'avoir sur Internet, de pouvoir, à travers certaines communautés, en fait, te lier à des gens qui ont les mêmes intérêts, je trouve que c'est assez puissant et c'est un truc qui est assez généralisé, je pense, maintenant. Ouais, tu peux aller trouver les gens qui sont intéressés comme toi par l'Amazon FBA. Remarque ici, géographiquement, c'était à Ho Chi Minh. La quantité de gens qui font du Amazon FBA est assez impressionnante. Il y a un gros coup de boost là sur ces 6-8 derniers mois. Ouais, et ici à Chiang Mai, c'est un peu pareil aussi. J'ai découvert sur un groupe Facebook qu'il y avait un rendez-vous Amazon FBA où il y a beaucoup de gens. Après, c'est toujours la question. Je pense que je vais quand même y aller, mais la question, c'est toujours de savoir à quel niveau est-ce qu'ils sont, quoi. Et c'est un peu Après, c'est un peu, entre guillemets, machiavélique de considérer ça, mais je sais pas si tu es pareil, mais pour les amitiés, il y en a certaines qui sont les amitiés business, il y en a certaines qui sont plus intéressantes que d'autres, quoi. Il y en a certaines, ça va aller que dans un sens, parce que si c'est quelqu'un qui débute, forcément, il va toujours te poser des questions, et toi, entre guillemets, tu n'auras pas grand-chose à retirer de lui, quoi. Donc, est-ce que ça, tu le considères ou tu t'en fous, t'es pote avec tout le monde, peu importe l'avancement du business? Là, j'ai vraiment eu des potes qui étaient dans différents stades. Vraiment, j'ai des potes aujourd'hui qui me disent qu'ils veulent lancer un business depuis 2 ans et on en parle. Ils n'ont jamais rien fait, ils sont encore au niveau zéro. Et ils restent mes potes. Hein. Je continue à les apprécier en tant que personne, tu vois, à bien déconner avec eux, etc. Après, effectivement, on n'aura pas de discussion de 1 heure le matin au petit-déj sur le cycle de vente ou sur les pubs Facebook. Tu vois, c'est des choses que je réserve voilà, aux gens que ça intéresse. Moi, j'ai eu des gens où j'ai pris beaucoup de plaisir à rencontrer quelqu'un qui était tout au départ de sa carrière entrepreneuriale et qui a réussi à monter à partir de zéro. Tu vois, quand tu rencontres quelqu'un qui vraiment est quelqu'un qui a le dynamisme et la mentalité de l'action. C'est ça qui en veut, c'est ça le problème, c'est que c'est très différent en fait. C'est entre deux personnes qui débutent, entre celui qui attend toujours qu'on lui tende la main et l'autre qui vraiment, en fait, a déjà déjà le momentum en fait, a déjà l'énergie. Il faut juste peut-être guider un peu, c'est très différent, quoi. Et ça peut être très gratifiant, au contraire, d'aider quelqu'un qui en veut. C'est super gratifiant parce que tu parles, tu lui donnes des idées, tu lui donnes des conseils, t'as rien à faire comme boulot. Il les applique, il a du succès et tu te dis waouh, j'ai donné des bons conseils, tu vois, tu te sens gratifié alors que t'as rien eu à faire, c'est lui qui a tout fait le boulot. Et ça te permet de mettre en place les choses. Et voilà, t'as l'impression d'avoir fait une bonne action, d'avoir aidé quelqu'un que t'apprécies, que t'admires, tu vois. Et ça, c'est assez cool à faire. Voilà, quand tu peux y arriver. Et du coup, moi, plusieurs personnes que j'avais rencontrées justement ici, puisque c'est des gens qui avaient déjà fait la démarche, tu vois, de se rendre à l'étranger, d'aller rencontrer les gens, etc., avaient en général, tu vois, une mentalité d'action, quoi. J'avais un pote, donc il sort de l'université, il trouve pas de boulot, il écoutait un podcast business, donc il appelle les mecs dans le podcast, il passe dans le podcast et il pose la question, je sors de l'université, je trouve pas de boulot, qu'est-ce que je peux faire pour me lancer en ligne? Les mecs lui disent, ok mon mec, voilà ce que tu vas faire, tu vas prendre un billet d'avion. C'était sur quel podcast? C'était sur le Tropical MBA encore. D'accord. Tu vas prendre un billet d'avion, tu vas te rendre à Ho Chi Minh Ville, tu vas rentrer dans un café, tu vas trouver un mec qui a un MacBook. Ce mec-là, c'est un entrepreneur. Va lui parler et demande-lui de t'apprendre la vie. Le mec le fait. Le mec est un Danois. Il prend l'avion, il débarque à Ho Chi Minh sans rien. Il rentre dans un café, il rencontre la communauté, il rencontre les mecs. Et 6 mois après, il avait lancé un Kickstarter où il avait monté, je me souviens plus, mais c'était 35 ou 40 000 $. Il avait levé sur Kickstarter. Donc vraiment, il était bien démarré, quoi. Il avait son usine, des protos, etc. Un mec, tu vois, qui passe à l'action, qui se retrouve dans cette communauté avec une ébullition, avec des gens qui peuvent vraiment lui dire quoi faire et le pousser à ses limites. Et le mec le fait et y est arrivé. Et c'était super gratifiant de le connaître, tu vois, dès qu'il est arrivé et de le voir monter à partir de zéro, trouver son idée, développer les premiers protos, se faire exploser un proto à la gueule, en faire un deuxième, trouver ses usines, etc.
C'est pour ça que je suis un peu en désaccord et que je l'ai pas dit la dernière fois, mais quand tu as dit je déconseille à quelqu'un qui gagne 500 euros de partir à l'étranger, mieux vaut attendre 1000 euros. Et en même temps, je me dis que en ayant un peu le feu aux fesses, c'est pas plus mal en fait. Et en se forçant un peu à se mettre dans des situations un peu inconfortables, c'est peut-être une bonne chose. Sans doute. Après, l'idée, c'est que je le déconseille, mais si vous avez quand même envie de le faire, faites-le. Tu vois, les gens qui ont quand même envie de le faire, ils écouteront pas forcément mon conseil. Après, voilà, c'est pas de la plus grande prudence, c'est à chacun de savoir quelle est sa tolérance au risque. Exactement. Mais justement, est-ce que là, si on a une trop faible tolérance au risque, est-ce que ça, c'est pas déjà un problème en soi, quoi? Si vraiment on veut être toujours sûr de tout, d'un point de vue business, est-ce que c'est pas inquiétant? Ah oui, c'est clair qu'il y a un équilibre, mais je veux dire, entre 500 et 1000 euros, tu vois, 1000 euros, t'es pas non plus absolument sûr de tout. Ce que je veux dire, c'est que c'est une échelle, ça dépend aussi des gens. Moi, par exemple, je suis quelqu'un qui a tendance à ne pas si bien fonctionner que ça en situation de risque, en fait. Si je suis dans une situation qui est vraiment stressante, ça va diminuer ma performance parce que je vais commencer à procrastiner beaucoup plus. Alors que si je suis relax par rapport à mon projet, c'est là où je vais vraiment faire beaucoup d'heures, travailler beaucoup, etc. Et dès que les choses commencent à devenir stressantes pour moi, c'est là où je vais beaucoup plus me fatiguer, je vais plus pouvoir travailler autant d'heures, je vais stresser, je vais plus pouvoir dormir, etc. Tu vois. Donc moi, il y a certains stress que je prends garde à éviter pour ne pas foutre en l'air ma productivité. Moi, c'est exactement l'inverse. Comme quoi, effectivement, ça dépend des gens. Mm. Avant de passer à notre fameuse section lifestyle, on va se faire un petit passage sur les évaluations iTunes parce que c'est important. Deux choses que vous pouvez faire si vous voulez soutenir cette émission et nous encourager à continuer au-delà des 12 épisodes. La première, évidemment, c'est d'aller nous laisser une évaluation sur iTunes. Ça prend vraiment 2 minutes et puis ça nous aide énormément. La deuxième chose, c'est si vous connaissez des gens dans votre cercle social qui sont intéressés par ce genre de sujet ou par un épisode en particulier, ça nous ferait vachement plaisir que vous partagiez le podcast ou un épisode particulier avec eux et que vous nous fassiez une petite recommandation. Puisqu'au final, à l'échelle où on en est, chaque auditeur compte. Hein, on n'est pas, voilà, on n'a pas encore un très grand podcast. Chaque Surtout qu'il nouvel n'est pas encore auditeur lancé, sauve donc un pour dauphin. l'instant, on est encore à 0 auditeur. Voilà, chaque nouvel auditeur sauve un dauphin, signé Paul. Est-ce que tu as une recommandation pour moi dans ma section lifestyle, Paul? Oui, j'en ai une. J'en parle assez souvent d'ailleurs. Ça s'appelle Blinkist. Et en fait, le principe, c'est que c'est un service avec des résumés de livres, en fait. Donc, parce qu'en fait, moi, j'ai un gros problème avec tous les livres de business et de développement personnel et de un peu tout ça, tout ce milieu-là. C'est que souvent, ça repose sur quelques idées qui pourraient être dites en 5-10 pages, mais l'auteur se dit, je peux pas vendre à 20 euros 5-10 pages, quoi. Donc, il fait 200 pages qui sont un peu c'est du remplissage, quoi. Il n'y a pas vraiment beaucoup de substance. En fait, on perd beaucoup de temps à lire des choses un peu inutiles. Le genre de livre, en fait, où tu avais un TED Talk de 10 minutes qui a eu un gros succès. Et il y a un éditeur qui est venu voir le mec qui a fait tu sais, ton speech de 10 minutes, on va en faire un bouquin de 250 pages. Et le mec a fait OK. Et maintenant, il devait écrire 250 pages. Et c'est quel TED Talk, tu te souviens ou pas? À peu près tous les TED Talks qui ont été faits en bouquin. Généralement, c'est bien ça. Remarque, c'est un bon test, en fait. C'est un test, ça plaît aux gens. Hein. Ouais, c'est un excellent test de validation sur un marché. Mais ce que je veux dire, c'est que les idées à l'origine étaient très denses dans le talk d'origine et sont forcées à être diluées parce que tu peux pas publier un bouquin de 5 pages. Tu vois, tu peux pas publier un bouquin de 5 pages dans la librairie. Il faut bien le remplir et que ça ait l'air d'un vrai bouquin avec suffisamment de pages. Donc, du coup, il faut le remplir. Et certains auteurs y arrivent bien, certains auteurs y arrivent moins bien. Et donc, justement, ce service-là, c'est des résumés de livres avec. Alors, ce qui est sympa pour moi, en tout cas, c'est que tu as donc les résumés sur l'ordi, normal, en audio aussi. Et aussi, tu peux directement, très facilement, avec un clic, les exporter vers ton Kindle. Donc, si tu as un Kindle, c'est vachement sympa. Les résumés sont bien écrits. Bon, c'est pas du haut niveau littéraire, mais c'est clair. Et effectivement, tu peux lire 2-3 livres intéressants par jour. Je te conseille d'en lire plus. Même je conseille même d'en lire moins parce qu'il faut quand même le temps de digérer. Mais c'est beaucoup moins chronophage. Et il n'y a plus besoin de se forcer à finir un livre pour le principe, quoi. Et rien que pour ça, en plus, c'est pas très cher. Je me sais plus exactement le prix, il me semble que c'est peut-être 50 euros par an. Donc, pour moi, ça vaut vraiment le coup. Toi, du coup, t'en lis combien par semaine des Blinkist? Je dois en lire, je pense, 7 environ par semaine. Je dois en lire un par jour, en moyenne. Et il y en a quelques-uns qui sont bien, que tu as fait dernièrement, qui te viennent à l'esprit? Alors, qu'est-ce qu'il y aurait il y a un livre que je m'étais jamais lu, je crois que c'est Mindset de Carole, je sais plus quoi. Je sais pas si tu as déjà lu.
Non. C'est l'histoire de growth mindset et fixed mindset. Je peux résumer très rapidement. En gros, l'idée, c'est que la plupart des gens ont l'impression qu'ils ont des caractéristiques définies et justement, ils se concentrent sur ces caractéristiques qui sont définies. Alors que justement, au contraire, quand tu as un growth mindset, l'idée, c'est que tu travailles sur ce qui est améliorable, en fait. Tu travailles sur tout ce qui est en ton contrôle. Je l'explique très mal, hein, mais je vous conseille vraiment de le lire. Et que tu te concentres vraiment sur ce sur quoi tu peux travailler et avoir un impact, quoi. Et pas se dire, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, et moi, c'est un gros problème que j'ai avec beaucoup de gens, c'est que beaucoup considèrent que s'ils se disent qu'ils sont nuls, c'est qu'ils sont durs avec eux-mêmes. Mais pour moi, c'est le contraire. C'était très facile avec toi-même quand tu dis que t'es nul, que t'es bête, que t'es con. Parce que tu te décharges de toute responsabilité, en fait. Quand c'est juste, t'es comme ça, c'est comme ça, tu peux rien y faire. Ce qui est vraiment être dur avec soi-même, c'est de dire, OK, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir pallier à ça? Et donc, c'est un peu cette idée-là. Intéressant. Moi, j'ai aussi un bouquin à recommander, du coup, qui est lié avec notre sujet du jour de comment se faire des amis. Moi, c'est un bouquin que j'ai lu très tôt, un bouquin avec un titre absolument cheesy à souhait. Tu l'as lu à quel âge? À 6 ans? Non, je l'ai lu. Alors, quand je dis très tôt, c'est juste quand j'ai commencé mes études, donc je devais avoir 18 ans. Je pensais que t'étais équipé pour le CP, pour la rentrée. T'étais prêt? Ouais, ça aurait été marrant, c'est bon. Ton père dit, tiens, voilà ton cahier, voilà ton stylo, voilà ton bouquin. Donc, le livre s'appelle en anglais How to Win Friends and Influence People. Si j'arrive à le trouver en français, ça s'appelle Comment se faire des amis en français. Donc, il y a évidemment un titre absolument pourri qui donne pas du tout envie de le lire. Il est horrible le titre. Hein. Ouais, le titre, il est. Mais en même temps, c'est parce que c'est un vieux livre, c'est pour ça. Ça a passé il y a 100 ans. Ouais, il faut savoir que ce bouquin a été écrit dans les années 20 à l'origine par un mec qui s'appelle Dale Carnegie, qui est essentiellement te donne les principes les plus simples. Il a distillé les principes vraiment simples de comment tu peux interagir avec les gens. C'est des choses très simples du type essaye de voir les choses du point de vue de l'autre personne, utilise le nom des gens quand tu leur parles, etc. Et crois-le ou non, moi, à une certaine époque, c'est vraiment quelque chose que j'avais besoin d'entendre. C'est vraiment des trucs de base, mais parfois, tu as vraiment besoin qu'on te rappelle les bases et qu'on te ramène aux choses et vraiment aux choses essentielles. Le truc qui est le plus intéressé, moi, c'était celui où c'était intéresse-toi à la personne en face, quoi. C'est tout con, mais... Si tu veux être intéressant, il faut être intéressé. Et ça, je pense que c'est très, très important de toujours garder ça à l'esprit et toujours faire la personne avec laquelle tu parles le centre de ton attention, quoi. Bah, par exemple, avant, moi, j'essayais vachement d'impressionner les gens. Et je me disais, bon, OK, il faut que je sois vraiment intéressant, que je raconte vachement d'histoires cool, tu vois, que j'ai une vie super, etc. Et au final, je me suis aperçu que tout le monde s'en foutait de ça. Et ce qui intéressait les gens, c'est de savoir si tu les comprenais en tant que personne, si tu avais de l'empathie pour ce qu'ils racontaient. Ouais, en même temps, ça, c'est l'aspect positif. Mais en même temps, la vraie raison, c'est parce que chacun est obsédé par soi-même. Je pense qu'on est incroyablement préoccupé par notre propre personne constamment. C'est pour ça qu'on aime. C'est psychologiquement très agréable quand les gens s'intéressent à nous, tout simplement. En effet. Et du coup, on vous remercie de vous être intéressés à nous pendant cet épisode. On va se quitter là. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode de Nomade Digital. D'ici là, vous pouvez vous rendre sur notre site à l'adresse nomadedigital.com pour retrouver tous les épisodes du podcast, vous abonner ou nous laisser votre avis. À la semaine prochaine. Tchuss.